monde ce soir. Alors, on a entendu des médecins, des kinés, des préparateurs physiques, préparateurs mentaux, psychologues, etc. Il nous semblait important de terminer cette journée par le regard des sportifs, qui sont quand même les premiers concernés par les blessures, puis aussi des staffs qui les accompagnent. Donc c'est le but de la table ronde maintenant, c'est d'avoir un peu un retour d'expérience, à la fois sur les blessures qu'ils ont vécues, sur la manière dont elles ont été appréhendées, aussi sur les craintes que ça peut générer, ces blessures. Et enfin, je pense que ce sera important aussi d'avoir leur point de vue sur finalement tous ces dispositifs qui se mettent en place, qu'on a vu aujourd'hui autour de la prévention des blessures et de leur gestion. Finalement, comment est-ce qu'eux le ressentent ? Est-ce que c'est des contraintes ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est compliqué ? Enfin bref, qu'on ait un peu leur point de vue sur tous ces éléments. On a la chance d'avoir un athlète et un joueur de football professionnel, donc Denis Sapia, qui est joueur professionnel au FC Nantes, qui a intégré toutes les équipes de France jeunes, puis est devenu professionnel en 2010 à Monaco et a rejoint le FC Nantes en 2019, qui a malheureusement, il semble, subi quelques épisodes de blessures, donc sur lesquels il pourra revenir avec nous. Et puis on accueille également Matteo Ngo, qui lui est athlète, qui joue à domicile puisqu'il est stapsien également, en M2. Il a été champion du monde cadet en 2015, et puis régulièrement sur les podiums, aussi bien en espoir qu'en élite. Il est spécialiste du 110 mètres haies et du 60 mètres haies en indoor. On a également 2 membres de leur staff, donc Jean-Philippe Cadu, que je ne présente plus, puisque je l'ai déjà présenté tout à l'heure, donc qui est kiné, et puis Richard Cursaz, donc qui est l'entraîneur de Matteo. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un peu 3 parties. Une première partie peut-être un peu historique sur le début de votre carrière, ce qui s'est passé dans le début de votre carrière, avec si possible revenir un peu plus sur les épisodes de blessures, la manière dont vous les avez vécus, ce qui se passait à l'époque en termes de prise en charge, et puis progressivement qu'on avance un peu dans le temps pour aller plus faire des épisodes récents, et puis ce qui se passe aujourd'hui autour de vous dans les staffs en termes de prévention et de gestion des blessures. On commence par Matteo, peut-être un petit peu sur ton parcours. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une journée productive. Donc je ne vais pas me représenter parce qu'il l'a fait pour moi, merci beaucoup. Donc moi je suis originaire du Mans, je suis arrivé à Nantes il y a 8 ans du coup pour m'entraîner avec Richard qui est ici, avec qui ça se passe très bien et avec qui j'ai obtenu mon titre de champion du monde. Quand je suis arrivé à la section en 2013, donc il y avait que Richard en entraîneur, une kiné du pôle qui est ici, une psychologue et une nutritionniste. Et du coup, pour ce qui était le côté blessure, moi j'arrive, j'ai 15-16 ans, j'y connais absolument rien. Je sais pas trop où sont les ischio-jambiers, on m'en parle, on me dit attention, les ischio-jambiers c'est une blessure, c'est assez dangereux. Mais voilà, on me dit c'est à la cuisse, devant, derrière. Bon, je savais que c'était quand même un peu derrière, mais c'est tout. Donc je ne connais rien. On me dit ça arrive pendant le sprint, mais voilà, on fait du renforcement très basique. Donc pour le contexte, je passe de 2 entraînements en club à 4 à la section, donc dont une séance de musculation avec un seul exercice sur les ischio-jambiers, qui est le leg curl. Je pense que tout le monde voit ce que c'est. Et une séance de sprint et de haies spécifique. Donc à risque, d'après ce que vous avez vu ce matin. Et donc, première blessure qui arrive sur les ischio-jambiers. Donc évidemment le biceps. Après un sprint à haute intensité où je me sentais très bien et où j'ai ressenti ce fameux claquage. Je me rappelle encore avoir ces mots et dire je me suis claqué parce que je ne savais pas ce qu'était le mot lésion, déchirure aux ischios. Donc je me suis claqué, voilà, ça fait mal, ça pique, je boite, je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, du coup, avec le staff, on découvre lésion aux ischio-jambiers. Et c'est là que je vais du coup découvrir cette blessure et savoir ce que c'est. Et tu avais quel âge à ce moment-là ? Je crois que c'est 15-16 ans. 15-16 ans. Donc on sait absolument rien des ischio-jambiers, on sait que c'est une blessure dangereuse, mais voilà, c'est tout. Et du coup, va suivre avec la kiné le premier protocole de prévention, d'abord de soins qui va devenir prévention ensuite, qui est un protocole d'étirement. Donc moi, j'associais
la blessure au ischio-jambier, dans un premier temps, a un manque de souplesse. Parce qu'évidemment, en réathlé, on a testé, bah tiens, est-ce que tu es souple? Alors, je touchais pas mes pieds, donc je suis pas souple. Blessure au ischio-jambier égale manque de souplesse. Et cette blessure, tu te rappelles comment est-ce qu'elle est survenue, cette première-là? C'était vraiment pendant le sprint? À quel moment, quelle phase où tu as des souvenirs précis? Un lundi, retour de week-end, 2 jours de récup, je me sens super bien. Un sprint, 2 sprints, 3 sprints, 4e, ce fameux claquage, une pointe à l'ischio comme on dit, et du coup je m'arrête, mais je savais pas ce que c'était. Et c'était sur sprint up là, même pas de haie ou... Que du plat. Ouais. Et je me suis principalement blessé les ischios sur le plat. Toujours sur le plat, et ça m'arrive une fois sur les haies. C'était un peu spécifique, c'était un accident. Mais sinon, toujours sur le plat, pas sur les haies. Ok. Et du coup, cette première blessure, tu te rappelles à quel moment du cycle ça arrive? Quel niveau de précision tu as dans le souvenir de ça? Ou c'est juste un moment... est-ce que ça claque à un moment précis et tu te dis, ah ouais, là, c'était juste avant que mon pied touche le sol ou... Ouais, dans l'ouverture ici, un peu classique. Okay. Mais le souvenir, il est vraiment au point que tu te rappelles à quel moment du cycle ça arrive. Donc c'est quand même quelque chose de je super. me rappelle, parce que c'est un point et ça t'arrête. Donc je me rappelle ce que ça fait. Okay. Voilà. Et, est-ce que tu avais dans le groupe d'entraînement des coéquipiers qui se sont fait cette même blessure? Peut-être que du coup la blessure est planée un peu et tu étais au courant, ou est-ce que justement tu étais dans les premiers Non, j'ai toujours eu ce petit côté innovateur, être le premier. J'étais le premier à m'être blessé, donc je savais pas ce que c'était. Richard, il savait, parce que du coup, en ayant entraîné du sprint à haut niveau, la blessure au ischio-jambier était connue, mais du coup pour moi, inconnue au bataillon. Inaugurer la blessure aux ischio-jambier. C'est ça, la section la collinière, peut-être pas, mais dans ma promotion, c'est moi. Ok, Denis, peut-être tu peux nous raconter un petit peu quelle était ta première découverte de la blessure, entre guillemets, ou comment c'est arrivé chez toi aussi? Bonjour à tous. Donc moi, je suis né à Toulouse, où j'ai fait toute ma jeunesse là-bas, et je suis arrivé à Monaco en 2007, donc j'avais 15 ans à l'AS Monaco. C'est là où j'ai commencé ma formation. Donc j'ai fait 3 ans de formation et 3 ans professionnels. On va dire que sur les 3 premières années de formation, la blessure, ce qui est blessure pour nous, c'est des coups, petites contractures. Le reste ça allait. Et donc jusque-là, ça allait très bien. Et, on va presque dire même qu'on se sentait presque invincible parce que rien ne nous arrivait. Et en arrivant en professionnel, forcément, ça change. La charge de travail est différente. Il faut mieux se prendre en main, mais tout ça, moi, j'avais pas. Tout ça, j'avais pas en formation. C'est vrai qu'on est beaucoup de joueurs et il y a très peu de kinés pour nous encadrer. C'est un peu une usine, donc il faut vraiment se gérer tout seul, mais tout ça, je savais pas. J'étais un peu comme Mathéo, je faisais attention quand même en formation où je m'étirais souvent, parce que pareil, pour pas se blesser, il faut être assez souple, etc. Donc j'essaie de m'étirer, et beaucoup les ischios, justement. Et ce qui est arrivé, c'est qu'en 2000, donc je ne veux pas dire des bêtises, en 2011, ça a commencé comme ça. En 2011, je suis en sélection équipe de France en Israël. Donc voyage avant, on joue le premier match et sur une première accélération, je sens comme un coup de jus derrière la jambe. Je sais pas trop ce que c'est. Je m'arrête net, je dis c'est bizarre. Au bout de 2 minutes, je retente et là je sens qu'il y a un truc qui va pas, donc j'arrête. Donc première vraie blessure à l'ischio-jambier gauche, c'est juste une petite élongation. Donc jusque là ça va, donc on fait ce qu'il faut en club où je m'arrête à peu près 2 semaines. Puis je reprends la compétition, j'arrive à jouer et 1 mois, 2 mois plus tard, je me rappelle très bien, on va jouer au Havre. Je récupère un ballon de milieu de terrain, je le repère à nouveau et il y a un joueur qui part de la profondeur. Et donc là, je me retourne pour aller pour le suivre. Et là, sur une grosse accélération, mon accélération sur un appui, là, je sens que mon ischio a totalement lâché. Mais bon, moi, je fais pas les choses comme tout le monde. Je continue mon accélération jusqu'au bout. Je vais tacler le joueur pour récupérer ma petite bêtise. Et voilà. Et là, à ce moment-là, je sais que mon ischio, ça va pas. Mais je continue le match quand même. Il reste 10 minutes. Je continue la première mi-temps avec. Donc, je continue à jouer, etc. Je me rappelle très bien à la mi-temps, je dis j'ai mal à l'ischio. Vous faites ce que vous voulez, mais je continue le match. Donc, à la mi-temps, le doc et les kinés me regardent. Ils me disent t'es sûr que tu veux continuer et tout? Ouais, je continue. Ils me disent c'est pas possible, tu veux pas continuer. Donc, ça a commencé comme ça, la première vraie blessure à l'ischio. Il n'y a pas eu but quand même. Non, il n'y a pas eu but derrière, je l'ai bien récupéré. Il n'y a pas eu but.
Mais donc, du coup, c'est aussi un souvenir très précis, quoi. C'est-à-dire, vraiment, tu te souviens à quel moment c'est arrivé, dans quelles conditions. Ouais, je me souviens très bien, je me rappelle très bien. J'étais peut-être un peu malade avant, donc un peu fatigué la veille. Je me rappelle très bien que le terrain était un peu gras aussi, il faisait un peu froid. Ouais, je me rappelle de tout parce que j'ai essayé de voir à quel moment je me suis blessé. Donc j'ai regardé la vidéo moi après, plusieurs fois pour savoir à quel appui je me suis blessé, comment ça s'est passé. Et tout. Ok. Et du coup, donc là, tu as été arrêté combien de temps suite à cette blessure-là? Parce que c'est pas la seule. En fait, j'ai été arrêté 6 semaines. Ouais. On a fait un grand protocole. Alors, la seule fois où j'ai fait ça, c'était à Monaco. Pendant les 2 premières semaines, ils m'ont placé dans un caisson hyperbare pour accélérer la cicatrisation. Donc, il y a eu ça. Après, il y a eu beaucoup de travail sur table. Pas forcément de prévention en salle ou quoi. Beaucoup sur table, beaucoup manuel et beaucoup avec le Cybex aussi. Donc, beaucoup de Cybex. Et donc, au bout de 6 semaines, je reprends. Donc, je reprends les entraînements, la compétition en équipe réserve, puis la compétition chez les pros. Et repars encore en sélection, encore un match. Et pareil, le même ischio, au même endroit, je me pète. Au même endroit. Donc ça, pas longtemps après, alors. Donc ça, on est sur en gros 8 semaines après, 2 mois. 2 mois après. 2 mois après, donc on repart par le même protocole. On essaie de faire du caisson hyperbare, mais là, je pouvais plus le faire parce que mes oreilles ne tenaient pas. Donc on repart sur la même chose. 6-7 semaines, on retrouve les mêmes valeurs sur le Cybex, au 10e près, les mêmes valeurs. Donc pour tout le monde, tout va bien et tout. Je reprends la réserve, je refais quelques matchs. Et sur un 3e match, je me rappelle aussi, on est à Reims. Et là, mon disco, il lâche, mais j'ai pas mal. Mais je sais qu'à ce moment-là, il a lâché. C'est-à-dire que je ressens un truc comme une contracture, mais je sais qu'il a lâché. On a à la mi-temps du match, je dis le disco, il a lâché. Strappez-moi, c'est pas grave, je finis le match et de toute façon, je vais me faire repérer, donc c'est pas grave. Donc je finis le match avec ça et bim, on ressent au même endroit, la même chose et du coup, je me fais opérer. D'accord. Ouais. Donc à chaque fois, c'est des souvenirs bien précis quand même. Ouais, ça, je me rappelle bien. Super. Enfin, super, non, pas super, Non, mais pas super. super témoignage. Non, pas super super. témoignage. Du coup, l'autre point que je voulais aborder, c'était qu'est-ce que... Donc, il y a eu ces épisodes de blessure, ces premiers épisodes de blessure. Qu'est-ce que ça génère derrière? C'est-à-dire, est-ce que maintenant, c'est... Enfin, est-ce que ça a été dans vos carrières une peur constante? C'est quelque chose que vous arrivez à occulter, que vous avez toujours un peu derrière la tête? C'est-à-dire, comment vous le gérez, ça, d'un point de vue un peu psychologique? Est-ce que des fois, c'est pas un peu un frein? Est-ce que c'est un frein que vous arrivez à lever? Enfin bref, comment ça a contraint aujourd'hui dans votre carrière, comment ça a contraint votre jeu, vos courses? Difficile à dire, je pense que c'est en 2 temps, quand on a mal et quand on a pas mal. C'est-à-dire que moi, après les blessures, et dans toute la phase de réathlétisation et tout, là, j'ai beaucoup d'appréhension. Dès que je sens un truc, je le dis. Ça ne m'empêche pas de faire les choses, mais je le dis et ma tête reste focalisée sur cette sensation, en fait. Donc c'est là où c'est difficile de lâcher ça. Limite, des fois, c'est normal même de sentir les choses et ça va aller, mais pour moi, c'est pas normal. Il faudrait que, une fois que je cours, une fois que j'ai repris, je ne sente rien. Et du coup, cette phase-là, elle est compliquée. Et après ça, une fois qu'une ou 2 semaines ça soit bien passé, après, j'arrive à l'occulter, mais je fais toujours attention quand même. C'est vrai que pendant un moment, on va dire que sur mon ischio gauche, j'avais l'impression, en tout cas, je faisais en sorte de le gérer, c'est-à-dire que je n'utilisais pas toute ma force ou toute ma vitesse avec cet ischio, ou alors je ne faisais pas de gros démarrage, je me lançais d'abord avant de pouvoir accélérer, tout utiliser. Donc c'est vrai que pendant un moment, ça a été un petit frein, et là, maintenant, c'est de mieux en mieux. Moi, je pense qu'il y a un traumatisme, du coup, qui est... Enfin, ça dépend des gens. Mais moi, en tout cas, chez moi, ça a généré un traumatisme plutôt sur le long terme. C'est-à-dire, du coup, la peur de la récidive. Richard pourra en parler à l'entraînement. Du coup, de ne pas faire le passage de trop, l'intensité, voilà, de gérer l'intensité, de mettre la bonne séance au bon moment dans la semaine. Et c'est vrai que pour un athlète, après une fois, à la limite, on peut se dire, bon, ça va. 2 fois, 3 fois. Je pense que tu es à 3-4 aussi. Ouais, moi, je sais que je suis à 6. 6 blessures, ça fait vraiment beaucoup. Et au bout d'un moment, donc, oui, il y a un traumatisme qui s'installe et où on se dit, non, je ne veux plus.
Donc je veux plus. Donc tu fais tout ce qu'il faut pour éviter. Mais voilà, sur un test là en ce moment, je suis en réathlétisation avec Charles. Bah, quand il y a un exercice sur les ischio-jambiers, je suis à 95%. Là, je suis pas lésé au niveau des ischios. Je suis en pleine santé, mais je vais être à 95, 96, 97%. Et j'arrive plus, ou en tout cas, il faut vraiment que je vois pendant des mois qu'il n'y a absolument rien pour pouvoir aller à fond sur des exercices, sur le sprint et sur d'autres activités. Et du coup, tes récidives, là, donc tu nous as dit que c'était sur du plat tout le temps, sauf une fois où il y a un accident, mais c'est toujours les mêmes scénarios qui se répètent ou est-ce qu'il y a des différences? Toi, tu perçois des différences dans les scénarios? Non, alors il y a des différences dans chaque scénario. Enfin, chaque blessure est unique, si je puis dire. Et chaque blessure, du coup, va apporter des nouvelles choses. Moi, en fait, entre chaque blessure, ça a apporté de nouvelles choses pour moi, un peu dans le groupe, et un petit peu aussi dans la structure, dans les protocoles. La première, donc comme j'ai dit, j'associe à souplesse. Donc il y a eu un protocole d'étirement, donc je m'étirais tous les matins. Ensuite, sur cette première blessure, toujours, on a vu que je mangeais vraiment mal. J'étais à l'internat et ma mère, aussi gentille, adorable soit-elle, qui voulait me faire plaisir, mettait dans mon sac des bonbons et du Fanta. Donc voilà, à l'internat, avoir des bonbons et du Fanta un peu tous les jours à grignoter, bah, c'est pas ce qu'il faut pour un sportif. Donc déjà, on a changé aussi le côté alimentaire et étirement. Première blessure, alimentaire, étirement. Deuxième blessure, j'ai le souvenir que Richard rajoute dans la muscu un exercice de renforcement. Troisième blessure, il m'envoie au STAPS en 2016 avec Lilian. J'étais pas encore au STAPS, il m'envoie avec Lilian. Donc à chaque blessure, petite amélioration. Et justement, pour en venir, alors du coup, il n'y a pas eu que moi, parce que dans le groupe, on est beaucoup, sur la structure, on est beaucoup. Mais du coup, à chaque fois, on a ajouté quelque chose pour arriver à ce protocole et ce fonctionnement aujourd'hui que finalement, certains ont directement. Par exemple, le caisson hyperbar, c'est quelque chose que nous, voilà, c'est ça, on n'a jamais fait, par exemple. Voilà, on faisait avec la kiné, on faisait la réathlétisation et voilà. Contrairement à, voilà, des structures où il y a beaucoup d'argent, où il y a du monde, il y a du personnel, où on peut traiter rapidement, et ben finalement, on s'est créé ça au fur et à mesure. On se dit, bon, on s'est blessé, comment t'as fait? Ok, on évite ça. Tu t'es blessé, ok, nouvel élément, nouveau facteur, maintenant on évite ça. Donc, à force, je me dis, bon, bah, peut-être que j'ai quasiment tout fait et je vais pas refaire. Mais c'est comme ça, en tout cas, que ça fonctionne, que ça a fonctionné sur les 8 ans. C'est vraiment d'année en année qu'on a mis brique par brique le fonctionnement d'aujourd'hui. Richard, est-ce que tu veux compléter du coup comment un entraîneur il gère cette appréhension? Parce qu'on a bien compris que c'était quand même une appréhension quand ça se répétait. Donc comment à la fois gérer l'appréhension, faire en sorte que ça ne revienne pas et en même temps obtenir 100% de son athlète, quoi. J'imagine que l'enjeu il est là. Ouais, ça marche là, ouais. Du coup, il a oublié un élément aussi, c'était aussi la façon dont il courait quand il est arrivé sur la structure. Il courait carré, comme je vous ai montré tout à l'heure, comment courir rond et courir carré. Donc c'est vrai que la blessure aussi a été essentielle pour ça et c'était un axe aussi de travail pour qu'il apprenne à courir mieux pour éviter la blessure. Et dans le premier protocole, ça a pas mal marché quand même puisqu'il a appris à courir rond. Il a mis les protocoles d'ischio avec la kiné. On a renforcé très peu les ischios à l'époque, car à l'époque, moi, j'étais plus dans une phase de déni par rapport à la blessure. J'ai eu différentes phases, justement, par rapport à la blessure des ischio-jambiers. Et ça lui a permis d'être quand même champion du monde. Et il est vrai que quand il sort de son titre de champion du monde, derrière, il se blesse à nouveau à l'ischio sur un accident. Hein, pour vous dire une idée, il arrive à pleine vitesse entre deux haies. Un medicine ball traverse l'intervalle. Ils veulent l'éviter. Et donc, forcément, quand vous allez tout droit et que vous faites ça et vous êtes au taquet, forcément, l'ischio, il ne résiste pas beaucoup par rapport au placement du bassin que je vous ai expliqué cet après-midi. Donc ça, c'est vraiment la blessure bête et qui venait vraiment un petit peu, pour moi, casser la suite de sa progression suite à son titre de champion du monde où il avait quand même repris une certaine forme de confiance par rapport aux ischios. Donc ça a amené forcément sur la structure, comme je dis souvent, hein, les entraîneurs progressent par les athlètes qu'on accompagne, qu'on rencontre. Et il est vrai que sur la structure, il l'a expliqué tout à l'heure, on n'est pas une structure professionnelle. Hein, on voit bien
tout à l'heure, ta première blessure, tu as tout de suite été pris en charge. Nous, on en est là aujourd'hui et pas seulement au niveau régional. Hein. Les caissons-bars, on a découvert ça maintenant depuis 2 ans à la Fédération française d'athlétisme. Donc, c'est quelque chose sur lequel on continue à progresser. Et donc, par rapport à ce retard qu'on peut avoir, c'est que la première phase, elle est dans le déni, dans le sens où on se dit, face à la blessure, on trouve toujours une cause extérieure. Moi, j'étais pas à l'aise avec les ischio-jambiers. Donc, j'ai trouvé une petite astuce en disant on va arrêter de parler d'ischio-jambier, mais on va plutôt parler de renforcement de la chaîne postérieure. Et donc, une fois que cette phase de déni a été passée, vous apercevez que ça ne suffit pas parce que les blessures reviennent aussi. Donc, l'idée, ça a été de réfléchir avec un staff, avec des datas. Le protocole de souplesse ne suffisant pas, la technique de course ne suffisant pas, puisque des intensités de force sont de plus en plus importantes au fur et à mesure de la progression de l'athlète. Je me suis mis en relation avec des chercheurs, avec l'université, avec Lilian entre autres. Et là, on a commencé à réfléchir sur comment renforcer les ischio-jambiers. Alexis Pajot, qui a fait le même processus, qui est rentré en master à l'époque, que j'avais recruté en tant que stagiaire, et Mathéo, qui était récurrent sur ses blessures, se sont mis à réfléchir sur le protocole. Donc, on a réfléchi sur un protocole de la chaîne postérieure, mais avec des données pour permettre justement sortir de cette zone de déni et puis sortir aussi dans la deuxième phase qui est la zone de culpabilité. Ce sentiment de culpabilité qu'on peut avoir par rapport à la blessure qui est jamais facile à vivre puisque forcément quand mon objectif prioritaire quand même c'est certes que les athlètes soient performants mais c'est quand même qu'ils restent en pleine santé et qu'on entretienne leur bien-être physique. Donc il est vrai que ça met assez mal à l'aise au départ de voir un certain nombre d'athlètes qui vont se blesser. Et donc, ça fait un peu réfléchir dans le sens où ce sentiment de culpabilité devient de plus en plus fort et même difficile à vivre parce que derrière, c'est pas ce qu'on veut dans la finalité pour l'athlète. Donc, on a commencé à y réfléchir très sérieusement. Aujourd'hui, on est dans une troisième phase qui est pour les athlètes, il pourra l'exprimer tout à l'heure. On a monté donc un pôle de réathlétisation avec un staff médical qui est aujourd'hui nombreux puisqu'ils sont 8. On est 18 sur la structure à accompagner tous ces athlètes. Donc on s'est en effet un peu professionnalisé comme le foot, avec nos moyens aussi évidemment. Mais on a ce sentiment d'abandon aussi qui est intéressant par rapport aux athlètes qui, lorsque se blessent, rentrent sur ce pôle de réathlétisation. Et ont ce sentiment d'abandon par rapport à l'entraîneur qui, moi j'avais structuré les choses. Et pour éviter de continuer à les accompagner et pour continuer à entraîner ceux qui étaient valides, ce pôle de réathlétisation permet d'alléger mon activité, qui n'est pas mon activité aussi, et mes compétences. Et donc derrière, l'idée de cette structure permettait d'envoyer les athlètes tout de suite, dès qu'ils étaient blessés, dans cette cellule de réathlétisation, qui me permettait de m'enlever une charge de travail évidemment, et puis d'être un peu plus professionnel dans la capacité justement à essayer d'apporter des solutions à ces blessures récurrentes. Voilà un petit peu le cheminement qui a pu être fait sur la structure et grâce aux athlètes aussi parce que c'est les athlètes qui, dans cette démarche de réflexion, ont permis de construire aujourd'hui une certaine organisation qui permet de les organiser au mieux. Et aujourd'hui, je n'ai plus de déni, je ne culpabilise plus. Il faut que je travaille sur le sentiment d'abandon qu'ils ont avec la psychologue aujourd'hui. On a toujours une solution, un problème qui arrive derrière. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en tant qu'entraîneur, au bout de 8 ans, j'ai construit que la blessure faisait partie intégrante de la préparation physique et de l'entraînement si on veut faire de la haute performance. Et qu'aujourd'hui, quand il se blesse, avant je réagissais très mal. Et aujourd'hui, je réagis pas bien, évidemment, c'est toujours embêtant. Mais je sais que derrière, j'ai tout de suite des solutions avec mon staff médical. Et je sais les délais, je sais ce qu'on va mettre en place. Et on s'aperçoit que les blessures sont de moins en moins récurrentes. Mais bien évidemment, dans ce domaine-là, il faut rester humble et continuer à réfléchir et à travailler pour pouvoir optimiser les choses et diminuer nos blessés de saison après saison. Voilà un petit peu, moi, comment j'ai vécu les choses. Et du coup, aujourd'hui, l'appréhension des athlètes par rapport à la blessure, c'est quelque chose qui est facile à gérer, qui est difficile à gérer, est-ce que c'est facile d'obtenir 100% des athlètes alors qu'ils peuvent avoir en tête qu'ils font des exercices potentiellement risqués pour leur santé et leurs ischios? Comment tu gères ça, cet aspect un peu un management des athlètes? En fait, au départ, j'avais des appréhensions,
puisque je savais que le protocole qui était mis en place ou la réathlétisation n'était pas fait suffisamment de façon professionnelle. Aujourd'hui, je fais 100% confiance au staff médical, en fait. Et quand ils me disent feu vert, j'ai aucune appréhension. C'est-à-dire que si j'ai mon staff médical qui me dit non, là, il n'y a pas feu vert, hein, je prends un exemple d'un cadet l'année dernière. Aujourd'hui, il a fait la 3e perf mondiale cet hiver. Il n'a pas fait les championnats de France l'année dernière. Le staff médical ne m'a jamais donné le feu vert, alors qu'il était cadet 1, qu'il était l'un des meilleurs Français en sprint. Et donc, il fallait faire le choix de ne pas le faire courir, alors qu'il aurait été champion de France, même sur une jambe. Là, c'est un choix de bien écouter son staff médical et de leur faire confiance. Et l'expérience aujourd'hui me fait croire de plus en plus en ça, parce qu'on s'aperçoit que quand le staff médical dit ça, et qu'on laisse du temps avec ce feu vert, et quand ils ont le feu vert, ils sont performants. Et c'est vrai que l'entraîneur, généralement, a tendance à vouloir rattraper quelque chose qu'il n'aura pas pu développer à cause de cette blessure. Mais on s'aperçoit que la priorité avant tout, c'est que l'athlète soit en pleine santé. Et on s'aperçoit qu'au final, même si dans la préparation, on n'a pas optimisé la préparation, mais qu'il arrive sur l'événement en pleine santé, ils ont des qualités et donc ils sont performants. Donc c'est quelque chose qui est très important, en tout cas aujourd'hui. Je ne vais jamais à l'encontre d'une décision d'un staff médical. Ce qui m'enlève cette appréhension, en fait. Et du coup, Denis, tu nous as dit que tu t'étais fait opérer. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'opération, comment tu l'as vécue? Et puis après, ce qui s'est passé finalement, est-ce que ça a réglé le problème? Est-ce que ça ne l'a pas réglé? Enfin voilà, un peu ton ressenti par rapport à ça. Sur le troisième vrai claquage après Reims, le staff médical prend la décision de m'opérer parce qu'on ne trouvait plus de solution. Donc l'opération en elle-même, elle est pas compliquée. Ils ont juste ouvert ma cuisse derrière. Ils ont nettoyé un peu la cicatrice qui était un peu fibrosée, donc un peu de mauvaise qualité. Et elle n'était pas très bien placée. Elle était pile entre le biceps fémoral et le semi-tendineux. Donc à chaque fois que mes ischios coulissaient, en fait, les muscles coulissaient, ça répétait. Donc ils ont essayé de faire en sorte que la cicatrice soit de meilleure qualité pour que ça aille mieux. L'avantage que j'ai eu, c'est que depuis cette opération, j'ai dû me faire peut-être une petite élongation, je pense, depuis. Donc depuis 2012, j'ai dû faire peut-être une toute petite élongation sur cette cuisse. Et mis à part ça, plus rien. Après, l'inconvénient, c'est que j'ai perdu un peu de force sur cette jambe. Et à chaque fois qu'on fait des tests, pour en parler, je sais pas, à chaque fois qu'on fait des tests isocinétiques ou à chaque fois qu'on essaie de travailler, j'ai forcément moins de force sur celle-là que sur. Donc je suis toujours un peu déséquilibré. Donc voilà comment ça s'est passé. C'était pas la meilleure période de Monaco parce qu'il me restait 1 an de contrat après derrière. Donc mais dernière année de contrat avec une saison qui a été tronquée par des blessures, un nouveau staff qui arrive. Donc le but c'est de reprendre le plus vite possible dans les meilleures dispositions possibles pour se montrer et essayer après de retrouver un autre contrat, etc. Et après cette opération, malheureusement, toute l'année, j'ai eu quelques difficultés, j'ai eu quelques petites rechutes, j'avais toujours des douleurs qui m'empêchaient d'être à 100%. Donc cette année-là, elle a été très difficile. À chaque fois que je me sentais bien, que je pensais pouvoir jouer, il se passait toujours un truc qui me freinait. Donc je retournais un peu à la case départ. Et on parlait d'appréhension, j'avais une grosse appréhension au niveau du Cybex. Parce que le Cybex, sur les 2-3 blessures antérieures, il me donnait toujours des bonnes valeurs. On disait que j'étais toujours bien, que j'avais toujours bien repris, que c'était bien. Et au final, je me pétais, donc j'avais décidé de ne plus le faire. Je voulais plus faire de Cybex. En plus, ça me faisait mal et tout. Je déteste cette machine, donc je voulais plus en faire du tout. Donc j'ai banni ça. Et au-delà de ça, même tout, avec le nouveau staff, c'est là que ça a commencé toutes les préventions au niveau des ischios et tout. Mais je voulais pas faire parce que j'avais toujours un peu mal, toujours un peu d'appréhension sur ces exercices. Donc j'essayais vraiment de les esquiver le plus possible. Donc je savais que j'en avais besoin, mais j'avais tellement peur d'avoir mal que je les évitais. Et du coup, je pense que j'ai perdu une année pour bien travailler au niveau des ischios. Et donc, ça a été difficile par rapport à ça. Ouais. Ok. Mais j'avais une question du coup pour Jean-Philippe. Une question double en fait. On voit bien que Denis, ça y est, il connaît l'anatomie des ischios. Il sait comment ça marche. Mais quel est votre rôle dans ce processus? C'est-à-dire qu'il y a, j'imagine, une formation à faire pour les joueurs qui doivent quand même savoir ce qu'ils ont, comment faire pour l'éviter. Enfin bref,
quels sont les facteurs de risque. Donc, quel rôle vous jouez, vous, staff médical, dans cet aspect de formation des joueurs? Parce qu'il faut les convaincre, j'imagine, de s'engager dans un processus. Donc, comment est-ce que vous faites ça? C'est la première question, déjà. Ok. Alors, en effet, il faut convaincre les joueurs, mais c'est un peu comme tout à l'heure, on parlait de la reprise au sport. C'est pas nous qui décidons seuls de ce qu'on va faire. Si on ne forme pas, tout à l'heure, Yann Lemeur en a beaucoup parlé et je trouvais ça très intéressant. Si on ne forme pas une équipe, le staff médical, le joueur et le staff technique, en fait, on va dans des directions opposées et ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, en fait, nous, notre but, c'est de proposer aux joueurs, avec notre expérience, avec ce qu'il y a dans la littérature, avec ce qu'on pense être le mieux pour lui. Et après, on peut créer un protocole ensemble. Parce qu'il y a plein de choses qui existent. Là, il parlait du CIBEX. En fait, faut savoir qu'en France, on a une grosse culture de l'isocinétisme. J'allais dire à cause, mais non. Grâce à certains papiers qui sont sortis, qui sont franco-français. Et donc, du coup, comme l'isocinétisme a montré un intérêt dans la rééducation, eh bien, ceux qui avaient l'argent ont investi là-dedans et n'ont fait faire que ça. C'est des erreurs qui sont fréquentes. Quand on a un marteau, on a envie de taper. Là, c'est un peu la même chose. Et ce qui fait qu'on en dégoûte les joueurs, ils comprennent plus le sens, et ça nous arrive encore aujourd'hui. Il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans, mais c'est sûr que si on reprend leurs deux histoires, en fait, ils nous racontent tous les deux qu'ils étaient jeunes lors de leur première apparition de blessure. Ils étaient jeunes, ils arrivaient juste dans le monde professionnel, enfin dans le monde de haut niveau en tout cas. Et là, personne ne leur avait expliqué. Personne leur a expliqué ce que c'est qu'une blessure, ce que c'est que les ischios, ce qu'il faut faire pour les éviter. Tout à l'heure, on parlait avec des collègues qui bossent en centre de formation. Ils ne sont pas assez nombreux. Donc, en fait, ils passent leur temps à poser des pansements sur des plaies béantes. Est-ce que ça ne serait pas plus efficace qu'au lieu de prendre les joueurs une fois qu'ils sont blessés, justement, on les accompagne dès qu'ils arrivent dans le centre de formation ou au niveau et qu'on fasse de l'éducation, tout simplement, pour expliquer, pour qu'ils comprennent et qu'on évite cette fameuse première blessure qui est la plus problématique, quoi, parce qu'on sait que c'est le facteur de risque numéro 1 d'en refaire derrière. Donc on a un gros rôle à jouer là-dedans d'éducation, ce qui éviterait aussi l'appréhension, et je pense personnellement qu'il y aurait une éducation aussi des coachs à faire, parce que on est un petit peu trop ancrés chacun dans nos positions. Et en fait, on veut tous que le joueur aille bien, qu'il soit performant, sauf qu'on ne le voit pas avec le même prisme, quoi. Bien sûr. Et du coup, par rapport à un joueur comme Denis, qui a une historique de blessure, comment est-ce que c'est géré par le staff médical? Est-ce qu'il y a des choses supplémentaires qui lui sont proposées? Comment c'est pris en compte cet aspect vraiment individuel d'une situation avec des historiques alors de blessures, mais aussi des historiques qui génèrent des craintes, des craintes et des appréhensions, quoi. Ouais, tout à fait. On sait que les récidives apportent de l'appréhension, ça c'est très clair. Et le problème, c'est que l'appréhension apporte aussi des récidives. Parce que comme il disait tout à l'heure, et je te voyais acquiescer Mathéo, ils vont consciemment ou inconsciemment chercher à changer quelque chose dans leur manière de courir, dans leur manière de recruter aussi leurs muscles. Ça se passe aussi au niveau du système nerveux central. Ce qui fait que les distributions des forces sont plus les mêmes, et donc du coup ils risquent de se reblesser aux ischios. Et je pense que on est bien placé à l'université de Nantes pour en parler, parce que leurs travaux sont là-dessus. Donc du coup cette appréhension-là, il va falloir la gérer. Nous, on l'a moins, pour la bonne raison que s'il n'y avait pas de blessés, j'aurais pas de travail. Donc en fait, on a moins peur sans doute que les coachs et des joueurs de la blessure. Ça fait partie de notre quotidien. Il n'empêche que on essaye par-dessus tout de l'éviter. Et une fois que c'est arrivé, en effet, on a un œil forcément... On passe notre temps à faire des screenings, des tests de pré-saison, et en fait, on se rend compte très souvent qu'ils correspondent à leur antécédent. Donc, à partir du moment où un joueur a un antécédent de blessure, surtout musculaire, mais c'est pareil pour les entorses de cheville, du coup, c'est un marqueur très important qu'il va falloir prendre en compte. Donc, on propose un travail supplémentaire. On va le proposer aux joueurs, mais aussi au staff. Et encore une fois, c'est un travail d'équipe. Il va falloir qu'on soit tous d'accord pour ce surplus de travail.
Et comme disait Yann Lemeur encore une fois, c'est difficile de trouver des créneaux dans leur emploi du temps qui sont très chargés en termes de charge. Et donc c'est difficile il faut micro-doser en essayant d'être le plus efficient possible. Et une dernière chose, il parlait aussi de ça par rapport au sprint, le traitement, le renforcement, dont parlait Richard tout à l'heure. Il faut qu'on fasse passer l'idée que c'est pas le coupable, c'est sans doute la solution. Donc notre job, c'est aussi de faire comprendre que s'il va se renforcer, oui, on va rajouter une charge supplémentaire, mais c'est pour le bien du joueur, c'est pour qu'il se blesse le moins possible, pour qu'il soit plus performant. Donc, in fine, que ça soit pour le bien de tout le monde, quoi. Et du coup, je rebondis, Denis, parce que tu disais tout à l'heure que donc il y a eu une vraie phase où tu voulais plus aller sur le Cybex, que c'était probablement la principale forme de prévention qui t'était proposée. Et maintenant, du coup, comment ça se passe? Quelle est la part du travail de prévention? Est-ce que c'est quelque chose que tu vois même pas, qui est complètement transparent? Ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose que tu dis, bah là, il faut que j'en fasse, t'es volontaire, enfin voilà. Comment ça se passe dans ton travail quotidien? Quelle est la part de tout ça? J'ai eu forcément un déclic quand j'ai changé de club entre Monaco et Caen. Je suis arrivé à Caen. En gros, on a fait un check-up sur moi. On m'a dit ça va pas du tout. Et je sortais d'une saison presque blanche. J'ai joué moins de 10 matchs, donc c'est compliqué. Et le staff médical est venu me voir et ils m'ont dit, écoute, tu veux faire une bonne saison, tu veux faire tant de matchs, tu vas t'entraîner, mais après chaque entraînement, tu vas venir nous voir. Tu vas faire des soins. Et si tu arrives à passer cette période des 6 premiers mois, tu verras, tu vas faire une saison pleine et les années d'après, ça va aller. Donc moi, j'ai voulu suivre leurs conseils. Je m'entraînais et après chaque entraînement, je vais les voir. On était beaucoup sur des soins. Beaucoup de soins. Donc, j'ai fait 3 ans à Caen, sur 3 ans, 2 ans où c'était beaucoup de soins. Pas forcément de gros travail de prévention, c'était beaucoup sur ça. Et il s'avère que je fais une première saison à 30 matchs sur 40, une deuxième à 33 sur 40 et une dernière où j'ai fait tous les matchs de la saison, 40 sur 40. Avec quelques pépins, mais j'ai serré les dents. Et après ça, donc, je change de club et je vais en Anderlecht. Et là, en Belgique, tout change. C'est-à-dire que j'arrive dans un vestiaire où on mange, on arrive, on s'entraîne à 10h, à 9h20, il n'y a plus personne dans le vestiaire. Et je me dis, ils sont où les mecs? Je sais pas où ils sont et tout. Et je rentre dans la salle de muscu, ils sont tous là en train de travailler. Donc en fait, c'est ce changement de culture qui a permis de me faire comprendre que tu ne peux pas juste venir à l'entraînement, t'entraîner et rentrer chez toi. Du travail à faire pour être performant, pour être en forme aussi. Donc j'ai ce changement de culture, une approche différente des choses par rapport à d'autres staffs. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses, de tenter d'autres choses, d'essayer d'autres choses, et j'ai vu que ça marchait. Quand j'étais à Caen, pas une blessure aux ischio. En direct, pas une blessure aux ischio. Donc en 6 ans, j'ai eu aucune blessure aux ischio. Donc j'en ai eu ailleurs, mais c'est là que j'ai compris qu'en fait, il faut travailler son corps, il faut faire attention à son corps. Et à partir de là, j'ai mis plusieurs changements. J'ai écouté pas mal les kinés, j'ai essayé d'aller voir d'autres kinés ailleurs aussi. Là, depuis, ça va faire 5 ans, en plus du travail qu'on fait en club, j'ai un préparateur physique aussi qui me suit. Il me connaît par cœur aussi, qui m'aide quand ça va pas. En fait, j'ai une espèce d'appli où je lui répare à l'intérieur tout ce qu'on fait dans la journée. Si j'ai mal quelque part, je lui envoie et tout. Et lui, en parallèle, il me donne des séances de prévention. C'est pas des trucs que je cache. JP est au courant, il le sait. Donc c'est en accord avec le médical. Je vais pas dire avec le club parce que c'est pas vrai, mais en accord au moins avec le médical. C'est pas grave. C'est un accord avec le médical. Et bon, moi, je cache rien, mais voilà, j'aime bien dire les choses, j'aime bien me documenter, j'aime bien savoir ce que je fais, pourquoi je le fais et qu'est-ce que ça va m'apporter. Et c'est grâce à ces blessures que j'ai commencé à aller chercher les choses. Donc ça a commencé comme ça. J'ai un préparateur physique et j'ai aussi un préparateur mental parce que j'ai eu quelques blocages au niveau de mon jeu, mais au niveau de mes blessures aussi. Ok. Donc du coup, tu en fais même plus que ce que te demande ton employeur en réalité. Ouais, c'est ce que je fais, mais je pense que c'est la meilleure manière d'être performant. Ok. Et du coup, c'est des cas fréquents dans l'effectif, le cas de Denis, ou c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, ou comment il se situe? En fait, c'est un peu comme dans toute profession. Il y a des gens qui sont très professionnels, d'autres qui le sont moins. En tout cas, Denis, de par son histoire et de par aussi son appétence pour la connaissance, c'est un joueur
qui a pu comprendre des choses au fur et à mesure. Et c'est souvent, en tout cas, que les joueurs nous disent depuis que je me suis blessé, j'ai compris des choses, j'ai compris qu'il fallait travailler, j'ai compris qu'il fallait en faire plus. Donc en fait, c'est pas des joueurs qu'on a besoin de motiver. Des fois, c'est plutôt l'inverse. Mais c'est pas des joueurs qu'on a besoin de motiver. Mais très sincèrement, je vais pas faire de généralité. On a de tout profil, mais ceux qui sont blessés ont cette particularité-là de vouloir en faire plus, de vouloir comprendre et de vouloir faire attention aussi à leur alimentation, à leur sommeil, à la préparation mentale, etc. On peut demander aussi aux athlètes du coup, d'avoir autant de connaissances sur cette blessure-là. Est-ce que ça vous permet à vous de clarifier les choses dans votre tête et de mieux vivre la blessure? Ou est-ce que des fois, justement, être trop conscient de la blessure et du risque de blessure, c'est un point négatif pour vous? Les deux. les deux. C'est-à-dire que je fais tout pour pas me blesser. Surtout à cet endroit-là, je fais tout pour pas me blesser. Donc, je fais tout ce qu'il faut. Le renforcement, j'essaie de bien manger, j'essaie de bien boire, j'essaie de bien m'échauffer avant les matchs. Parce que je sais comment ça arrive. Et cette année, par exemple, je me suis blessé. Alors, à l'autre ischio. Et là, j'ai l'impression que mon monde s'écroule. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait, j'ai l'impression que ça n'a servi à rien. Et donc, je réfléchis encore. Qu'est-ce que j'ai pas fait de bien? Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Il faut faire plus, il faut faire ça, faire ça. Alors qu'en fait, c'est juste peut-être un accident. Voilà, des fois, ça arrive qu'on se pète parce qu'on est moins bien ou parce que, voilà, il n'y a pas d'explication. Et je suis une personne, j'ai tendance à beaucoup réfléchir, à savoir pourquoi ça s'est passé. Donc, on va dire que jusqu'à que la blessure ne vienne pas, ça va, ça aide, toutes ces compétences. Mais une fois que la blessure est là, après, il y a trop d'informations et c'est compliqué. Ça peut amener de l'anxiété aussi, comme on parlait Benjamin tout à l'heure. Et du coup, retarder peut-être le processus de guérison ou des choses comme ça. Après, je fais beaucoup confiance au staff. C'est vrai que dans ces moments-là, j'essaie de un tout petit peu moins m'écouter. Par exemple, quand on me donne un exercice, je sais que j'ai mal, je vais essayer de moins m'écouter, de le faire, de redonner mon ressenti et savoir si c'est entre guillemets normal ou pas. Il y a des choses qu'on doit ressentir à certains moments et d'autres un peu moins et d'autres un peu plus. Donc j'essaie de baisser cette jauge-là et de faire ce qu'il faut pour après que ça aille mieux. Quand c'est en prévention, du coup, tu essayes de réfléchir et de comprendre. Non, maintenant, ce que tu peux faire. en prévention, j'ai ma routine, j'ai mon protocole et j'essaie de le faire le plus souvent possible. J'essaie de ne pas en rater. Et je me sens bien, en fait. C'est surtout ça. C'est qu'une fois que je fais ça, j'ai l'impression que je me sens très bien et que je peux tout faire après. Donc après, sur le terrain, je suis libéré. Alors que si je le fais pas ou je le fais moins, de suite, il y a un petit rappel. Ah, est-ce qu'il est un peu plus tendu? Il y a une petite contracture. Ah, c'est parce que tu l'as pas fait. C'est toujours des rappels, en fait. Du coup, quand tu es blessé, d'être accompagné par un staff médical qui est compétent, ça permet de te reposer dessus et de peut-être mettre ton cerveau en veille quand tu essaies de comprendre ta blessure. Ouais, d'essayer. Ça t'aide, ouais, d'essayer de le mettre en veille. Oui, mais on va dire que à ce moment-là, je suis pas tout seul, en fait. Et je pense que c'est important de pas être tout seul, d'être accompagné, parce que c'est forcément pour tout athlète et pour tout joueur, c'est forcément compliqué, parce que nous, notre métier, c'est de jouer, c'est pas d'être blessé et d'attendre. Et nous, notre seule envie, c'est de vite retourner sur le terrain. Et puis même, en tout cas dans un sport co, quand on est blessé, on a l'impression d'être à part du groupe, on n'est plus avec les autres joueurs, on est un peu à l'écart et tout, on ne vit plus avec le groupe et c'est très compliqué. Donc le but, c'est de revenir le plus vite possible et de revenir au top de la forme et de ne plus revenir à la case départ, c'est-à-dire à la blessure. On peut peut-être entendre Mathéo là-dessus. Du coup, ouais, mais parce que ça correspond tout à fait au sentiment d'abandon que tu as évoqué tout à l'heure, ce que vient de dire Denis. Ouais. C'est quelque chose qui doit être dur à vivre quand même, du coup, de ce que je comprends. Du coup, le sentiment d'abandon chez nous, du coup, vu qu'on a construit, comme je disais tout à l'heure, l'évolution autour des ischios, le sentiment d'abandon, il a été modifié aussi parce qu'au début, c'était centralisé, il n'y avait que Richard. Donc moi, au retour de blessure, je retournais dans le groupe. Donc j'avais pas ce sentiment d'abandon, mais du coup, j'avais pas le côté individualisation de l'entraînement parce qu'il n'était pas formé pour ça, en préparation physique et en réathlétisation. Donc, c'était un peu à double tranchant. J'étais content, j'étais avec le groupe, mais du coup, en termes de qualité pour revenir, on va dire que ça pouvait être en dessous. Maintenant, je ne me suis pas reblessé dans les semaines, années à venir, donc ça a quand même marché. Et au fur et à mesure des années, le fait d'avoir tout ce staff, etc., et d'être confié à quelqu'un d'autre, moi, c'est pas quelque chose que j'ai spécialement senti, mais en discutant avec pas mal d'athlètes, c'est vrai que du coup, de sortir et de plus être avec
Richard, qui est l'entraîneur principal, attitré, et ben du coup de se dire, de passer carrément à côté du groupe, dans un autre groupe, le groupe de réalisation. Et c'est ça qui fait augmenter ce sentiment d'abandon. Donc nous, il y a une espèce de balance entre abandon, qualité de suivi, etc. Maintenant, il le sait et il prend régulièrement des nouvelles, il fait toujours de mieux en mieux de ce côté-là. Et moi, personnellement, c'est quelque chose auquel je ne fais pas face tous les jours. Je ne me sens pas abandonné à l'écart. Je suis bien dans le groupe de réathlés aussi. Et voilà, tous les jours, je vais à l'entraînement, je lui dis bonjour, je vais dans mon groupe, je lui dis au revoir, on discute, c'était comment aujourd'hui, ok, un mot, 2 mots, une phrase, terminé, on retourne, voilà, et le lendemain, pareil. Donc il n'y a pas forcément, systématiquement, en tout cas, chez tout le monde, le sentiment d'abandon. Maintenant, sur la question qu'il posait, l'information, s'informer pour les sportifs, c'est quelque chose hyper important. Là, tout à l'heure, quand tu décrivais ton opération et avec l'anatomie, je trouve ça incroyable parce qu'au final, quelqu'un qui ne s'est pas blessé, il ne peut pas savoir ça. Donc tu t'es intéressé et du coup, tu vas tout mettre en œuvre pour pas que ça arrive, même si c'est arrivé 1 fois, 2 fois, 3 fois, et là, c'est re-arrivé cette année. Et à un moment donné, tu penses que c'est bon. Tu te dis, c'est bon, j'ai tout fait, j'ai ajouté ça. Et finalement, c'est jamais acquis. Parce que comme il dit, il y a des... Bah voilà, ça peut changer, ça peut être un accident ou autre. Mais ça ne veut pas dire que ce que tu as mis en place, en fait, ça a pas ces 6 années, ça n'a pas marché. Là, 6 ans, c'est énorme sans se baisser. Moi, j'ai fait 2 ans, j'étais content déjà. Je vous propose qu'on ouvre le débat à tout le monde, hein, qu'on ne réserve pas, nous, les questions. Et si vous voulez poser des questions, vous êtes bien sûr les bienvenus. Vas-y. Tout à l'heure, au tout début de la table ronde, je t'ai vu hocher la tête quand Denis a dit on se sent invincible avant de se blesser. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu ça ? Ben, ouais, c'est vrai, jusqu'à ce que ça t'arrive. Moi, j'ai pas mal travaillé avec ma psychologue sur ça. Pour aller vers le haut niveau, que ce soit dans n'importe quel sport, il faut être déterminé, il faut en vouloir. Moi, j'étais dans l'optique de vouloir toujours plus, faire plus. Quand il disait, voilà, il y en a, ils arrivent à 9h20, ils sont déjà à l'entraînement et toi, tu comprends pas. Ben voilà, moi, je voulais faire ça. C'est-à-dire que je me levais, j'étais à l'internat, le mec qui était à côté de moi, je me levais, je voyais qu'il dormait, je disais, ok, lui, il dort, moi, je fais mes étirements. Je m'étire. Le lendemain, il dort, je fais mes étirements. Si lui, il dort, tous mes autres adversaires, ils sont en train de dormir. Je m'étire. Tu vois ? Comme ça, je vais à l'entraînement, ils font un passage, je te gratte la queue pour faire un passage de plus que toi. Je fais un de plus, toujours. J'ai fait un passage de plus. À la fin de la saison, j'aurais fait 15 passages de plus que toi. Mais sauf que cette optique-là de vouloir plus, encore plus, eh ben, tu te dis c'est passé, ok, bah demain ça va passer. Là, il y a 300 kilos sur la presse, je mets 310. Demain, je mettrai 300. Toujours plus. Et du coup, c'est ça qui crée ce sentiment. Tu te dis, mais à chaque fois, hier, j'ai mis plus qu'encore la veille, mais je peux encore mettre plus. Donc, je peux tout faire. Je peux absolument tout faire. Et en fait, c'est faux. C'est absolument faux. Et c'est en réfléchissant tout le temps. Ouais, c'est ça, un Avenger. C'est ça. En voulant toujours plus. Et en même temps, bah, c'est comme ça que tu progresses dans le sport, dans n'importe quelle pratique. Il faut finalement, ce que j'ai appris, si tu veux ne pas avoir de limite, il faut connaître ta limite. C'est juste ça. Si tu sais jusqu'où ton corps il peut aller, tu peux tout faire. Si tu tentes partout, et moi, cette réflexion-là, je l'ai seulement aujourd'hui. Je peux vous dire, j'ai vu ma psy ce matin. et c'est cette réflexion assez récente. Et finalement, moi, je me disais, mais je me suis blessé énormément. C'est que je suis fragile, en fait. Mais pas finalement. C'est juste que mes limites sont... Je les connais pas bien, mes limites, et je vais toujours au-delà. Alors que si tu restes dans ce cadre et que tu travailles correctement, tu peux rester sain et ne pas te sentir invincible et du coup aller jusqu'à la blessure. Vas-y, Benjamin.
Ouais, nous, oui. Enfin, en tout cas, moi, je le fais parce que j'en ai eu pas mal et je suis dans un sport co, donc d'autres des coéquipiers à moi peuvent avoir ce genre de blessures ou même d'autres blessures. Donc, même avant ça, on essaie de les aider. Mais enfin, j'aime pas cette phrase, mais moi, c'est ce que je dis toujours. C'est que les jeunes joueurs, tant qu'ils sont pas blessés, ils feront pas tout ce qu'on a dit. Et c'est véridique parce que c'est ce qui m'est arrivé aussi. C'est-à-dire qu'on a beau leur dire il faut faire ça, tant que c'est pas passé, tant qu'ils n'ont pas vécu l'expérience, ils le feront pas ou pas, ils en auront pas pris conscience. Donc c'est compliqué. Mais oui, c'est ce que je fais, c'est ce qu'on essaye de faire. Pas tout le temps parce que c'est un bourrage de crâne et puis ça sert à rien, mais de temps en temps, glisser un petit mot, leur expliquer qu'il faut faire ça pour ça, qu'il faut le faire, etc. On essaie de faire. C'est exactement ce que je voulais dire. Je suis presque déçu. Non, mais du coup, faut péter vos athlètes direct. Vous les pétez. Comme ça, ils ont leur expérience. Ils ont leur première expérience et puis comme ça, c'est réglé. Non, mais il a raison. Finalement, l'info remplace jamais l'expérience et le fait de chercher par eux-mêmes qui va faire qu'ils vont s'en sortir, pas récidiver, pardon. Donc voilà, mais c'est quand même important de le dire parce que une fois qu'ils l'ont entendu une première fois, quand ils vont s'y mettre, pour moi, ça va aller plus vite. Donc c'est important. Je le fais pas spécialement. Moi, du coup, ma position dans le STAPS, du coup, j'ai dû faire dans le master pour mon mémoire, j'ai dû faire un protocole sur les ischios justement. Et du coup, je le faisais à travers mon propre groupe d'entraînement parce que j'ai dû les tester avant, après. Et du coup, dans ce protocole, à l'entraînement. Du coup, le fait de leur expliquer les positions, leur dire le pourquoi du comment, de donner des informations pour un peu éduquer, je me disais que ça pouvait plus les aider. Voilà, de dire l'ischio, il s'insère de là à là. Là, on fait un exercice en dominante genou. Là, on fait un exercice en dominante hanche. Voilà, pour qu'ils comprennent, qu'ils se disent, OK, il y a un genou-hanche. Quand on court, on utilise genou-hanche. Dans le renforcement, voilà. Donc, c'est vraiment à titre informatif. Et de se dire, voilà, de donner des petits tips comme ça. Mais c'est vrai que ça remplacera jamais l'expérience. Vas-y. Moi, j'avais une question, plus qui va cibler soit Richard, soit Jean-Philippe. C'était pour savoir, est-ce que ça vous est déjà arrivé du coup qu'il y a un athlète qui se pète l'ischio, mais que, par exemple, qu'il y a une compétition qui approche, une compétition importante, où du coup, là, on n'a que 3 semaines et il faut que dans 3 semaines, tu sois opérationnel ou un match important, où l'entraîneur il dit ce joueur-là il s'est pété l'ischio, faut que dans 3 semaines il joue. Quoi qu'il arrive, dans 3 semaines je veux qu'il joue, mais que la déchirure elle est importante et que en tant que kiné ou entraîneur, on sait que ça va être compliqué d'arriver au bout de 3 semaines et d'être prêt pour des sprints ou autre. Question facile. C'est un peu notre quotidien en fait. C'est notre job. Comme on disait tout à l'heure, la première chose qu'on nous demande, c'est quand est-ce qu'il peut rejouer. En fait, moi, je ne suis pas devin, je ne sais pas. C'est toujours tripartite. En fait, c'est jamais... c'est pas binaire, en fait. Comme j'expliquais tout à l'heure, en fait, quand un joueur se pète et que le coach il nous dit « Ok, dans 3 semaines, il faut qu'il joue », si lui, il dit « Non, je ne jouerai pas », il ne jouera pas. Voilà. Si lui il dit si moi je veux jouer ce match et que le coach il dit non tu joueras pas, il jouera pas non plus. Par contre si moi je dis oui il jouera, en fait si les deux ils sont pas d'accord il jouera pas, et si je dis il jouera pas et les deux sont d'accord, il jouera. Encore une fois, le staff médical, on est un staff de soutien, on donne notre avis et selon les staffs on peut être très écouté quand il y a une confiance et un travail d'équipe. On peut être moins écouté, mais en tout cas, moi, je le prends pas pour moi. Enfin, je parle au nom de mes collègues aussi. On le prend pas pour nous. On donne généralement une notion de risque. Et après, on décide ensemble si ce risque, on peut le prendre ou pas, selon le contexte. Selon le contexte du joueur, selon le contexte aussi de la compétition qui arrive, quoi. Voilà.
Ouais, tu l'as bien résumé, hein. C'est pas binaire. Alors, c'est un sport co, donc des fois on peut imaginer qu'on a un soutien des autres joueurs à un moment donné, et s'il peut jouer à 90%, peut-être qu'il sera quand même intéressant dans le collectif à 90%, même s'il n'est pas à 100%. Nous, en athlétisme, il faut qu'on soit à 100%. On est tout seul, l'athlète doit être tout seul sur la piste. Donc malheureusement, quand on a un diagnostic aujourd'hui, on connaît le temps de récupération, le temps de soins et le temps de possibilité d'être opérationnel à 100%. Et donc, à un certain niveau, s'ils ne sont pas à 100%, ils ne pourront pas aller se confronter aux autres, quoi. Ils ont perdu d'avance. Donc là, moi, c'est pareil, c'est 100% au staff médical. S'ils me disent qu'il sera à 100%, on le fait courir. S'il est à 90%, ben voilà, si ce n'est que les Jeux Olympiques que j'ai vécu avec Laura Valette, qui a eu un diagnostic après, mais qui à un moment donné a couru quand même avec un ligament, une rupture totale du ligament postérieur du genou. Et elle a fait sa série du 100 mètres haies. Mais là, on est face aux Jeux Olympiques. Donc en effet, c'est le Graal, quoi. Donc autant vivre et être olympien. Mais hormis ça, sur un championnat de France ou un championnat d'Europe cadet ou un championnat du monde junior, enfin voilà, j'ai un athlète sur 400 haies, il s'est pété l'ischio sur le Cibex, d'accord. Donc tu vois un petit peu, pour faire des tests et voilà, et au STAPS. Donc il n'a pas fait les championnats du monde junior. Ça a été un choix, c'est-à-dire que dans le protocole, les championnats du monde junior, la sélection était 4 semaines après. Avec le staff médical, on s'est réunis. Il a fallu que je lui dise à l'athlète qu'il n'irait pas au championnat du monde junior alors qu'il était meilleur français et que c'était un vrai choix. Que de toute façon, 3 semaines après, ça se joue à quelques semaines. 2 semaines après, il y a les championnats de France jeunes qui sont à Évry-Bondoufle. Et donc, tu n'iras pas au championnat du monde junior. Par contre, tu iras faire les championnats de France parce que le délai le permet par rapport au staff médical. Et il est devenu champion de France et il aurait fini sûrement demi-finaliste, voire finaliste au championnat du monde junior. Mais c'est un choix dans la construction de carrière de l'athlète de se dire, bon, il faut mieux peut-être pas faire un championnat du monde junior, mais derrière faire un championnat du monde senior ou un Jeux Olympiques senior à un moment donné. Donc les délais, de toute manière, nous en athlétisme, on n'a pas le choix. On est obligé de les accepter parce qu'il faut être à 100%, quoi. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Là, c'est plus pour les sportifs. Est-ce que du coup, quand vous êtes blessé, pour vous, l'imagerie mentale, ça joue un rôle important dans votre récupération et ça vous permet de revenir plus vite ou pas? C'est une très bonne question. Moi, sur 8 ans, je me suis eu 10 blessures. Donc, ça fait plus d'une par an. Donc, il faut s'entraîner différemment. Quand tu es à l'arrêt, il faut essayer de sortir, on va dire, grandi de cette expérience. Et donc, ouais, l'entraînement mental, pour moi, ça a été quelque chose de hyper intéressant. Ça va rebondir sur la question de Corentin juste avant et sur la chaîne. Pas plus tard que là, en décembre, donc il y a 4 mois, je me suis un ischio. Et du coup, le doc, il dit, bah voilà, t'as 6 semaines. Et la première compétition était à 7 semaines. Donc j'ai fait 6 semaines de réathlé. Et pendant ces 6 semaines, tous les jours, du coup, j'essayais de me voir franchir des haies, de me voir courir, de répéter. Et en fait, du coup, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en reprenant, alors je flippais à mort de me reblesser, parce que du coup, j'avais pas refait de haies, j'étais reparti direct en compétition. Mais tu te rends compte que tu as travaillé et le fait d'avoir répété mentalement te rassure. Et le jour où tu arrives sur la piste, tu vois que c'est comme si tu étais presque jamais parti, quoi. Donc, une fois que ton corps il est remis, voilà, j'ai mis 2 courses avant de retrouver mon niveau. Donc, 2 courses après 6 semaines de réathlé sans séance de haies, c'est assez rapide, je trouve. Et donc, moi, du coup, j'essaye l'imagerie, mais je pratique via l'auto-hypnose. Voilà. Ça, c'est via un livre de prépa mentale. J'aime bien l'auto-hypnose. Je trouve que c'est un espace, un terrain de jeu plutôt marrant. Donc, c'est pas hyper connu. Enfin, on l'a pas trop vu en cours, nous. Et je connais pas trop de gens qui pratiquent, avec qui j'ai pu discuter. Mais donc, voilà, moi, c'est mon petit truc pour pratiquer. Ah ouais, très... Ouais, c'est une bonne expérience. L'année dernière, du coup,
championnat de France élite, donc c'est la compétition française, le niveau le plus élevé. Je me fais un tout petit grade 1 à l'ischio 2 semaines avant. Donc je décide d'aller courir là-bas. Donc le protocole, c'était t'as 2 semaines de récup. Je me dis, bon, bah vas-y, on y va. Je fais les 2 semaines sans rien faire. Je prends mon livre d'auto-hypnose, je lis, je pratique à mort. Et j'arrive là-bas. Et en fait, à force de faire de la réathlée sur l'ischio, sur le genou, je me suis fait une tendinite au genou. Et du coup, le matin, je me lève et je me dis, mais je peux pas courir là. Je prends mon livre, je lis à mort. Et du coup, je me suis dit, on va voir ce qui se passe sur la piste. Et je vais m'échauffer. Et je dis à Richard, là, c'est chaud. Sur 20 mètres, j'ai mal, quoi. Il y en a 40 encore. Et il y a des haies. Et du coup, je fais 20 mètres. J'étais en basket. Je dis, ok, 20 mètres, ça passe pas. Je mets mes pointes, je fais 20 mètres. Je dis, Richard, j'ai mal. Je dis, mais t'inquiète, on va tenter. C'est les France, on tente tout. Je mets un bloc, 2 haies. Je passe une haie, j'ai mal. Je dis, c'est pas grave. Allez, je refais les techniques que j'ai travaillées pendant du coup 2 semaines. Je vais sur la piste. J'arrive à me qualifier en finale. Je retourne le voir. Je dis, écoute, c'est passé. On va en finale. Il me dit, je te laisse gérer. Et du coup, revisualisation, travail avec l'auto-hypnose. Je suis arrivé sur la piste et après, j'étais carrément différent. Je sentais absolument plus mon genou. Je sentais vraiment plus rien. Il y avait un mec à côté de moi, je voulais juste le défoncer. Je bats mon record personnel, je fais 3e, mais je comprenais pas ce que je venais de faire. C'était carrément hallucinant. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Genre, je boite, ce matin, je savais pas que j'allais courir. Et à la seconde où je passe la ligne, j'ai super mal au genou et je me remets à boiter. Je retrouve Richard, je me mets à chialer comme un bébé, je pleure. Et en fait, nerveusement, tout ce que ça m'avait demandé comme attention mentale, tout ce travail-là, j'étais un peu en pilote automatique, j'étais concentré. L'auto-hypnose, en fait, l'idée, c'est un peu de se déconnecter de son corps et de se mettre ailleurs. Voilà, j'étais complètement déconnecté. Et quand je suis revenu un peu à moi, entre guillemets, là, j'étais en pleurs, j'avais mal et je me dis, mais qu'est-ce que je viens de faire? Incroyable. Et donc voilà, c'est une petite anecdote assez marrante. Et du coup, il comprenait pas en tant que coach. Je dis, mais le mec, il a... C'est vraiment réel parce que moi, il a rien fait à l'échauffement de la finale. C'est-à-dire quand je dis rien, c'est-à-dire que je lui dis tu gères. Il est resté assis. Je l'ai raccompagné à la chambre d'appel. Je suis monté dans les tribunes. Je me suis installé dans la tribune. J'avais des collègues avec moi. Il dit alors, il s'est plié, c'est mort. Il a rien fait. Donc c'est foutu quoi. Donc j'étais spectateur tranquillement dans la tribune en me disant il va rien se passer quoi. Et quand j'ai vu qu'il avait battu son record personnel et qu'il fait 3e, je lui dis qu'est-ce qu'il a fait là? Donc c'était intéressant aussi comme expérience à partager parce que ça montre qu'à un moment donné, entre le corps et l'esprit, on a des limites aussi, mais des fois on les connaît pas forcément et il peut se faire passer des choses par une technique. Bien évidemment, c'est pas arrivé par hasard. C'est-à-dire qu'il l'a pas couru par le simple fait qu'il avait envie de courir. Il l'a bien expliqué par cette auto-hypnose et c'est quelque chose qui a été très intéressant comme expérience pour l'avenir aussi et pour la suite. Par contre, on a essayé de le reproduire, ça n'a pas marché après. Donc ça, c'est mort. Pour ma part, l'imagerie mentale, je l'ai connue il y a pas très longtemps et je le travaille plus sur l'aspect technique de mon jeu, pas forcément sur les blessures. En tout cas, j'ai pas de souvenir réel de l'avoir travaillé spécialement pour ça. Beaucoup plus sur l'aspect technique de mon sport ou sur certaines choses, mais pas forcément sur les blessures. Super, merci beaucoup pour vos réponses. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ce que je voulais à nouveau vous remercier d'être venu parce que c'était vraiment très enrichissant. On avait besoin de votre regard, je pense, aujourd'hui. Je pense que c'était vraiment très important parce qu'on peut toujours penser tous les protocoles de prévention, de reconditionnement, tout ce qu'on veut, mais c'est quand même les sportifs qui doivent les accepter et il y a un vrai besoin de formation. Je pense que ça a été dit plusieurs fois, donc il faut vraiment qu'on forme aussi les jeunes sportifs à la blessure et aux aspects de prévention. Donc je vais redonner la parole tout de suite aux étudiants qui ont organisé la journée pour clôturer cette belle journée. Et puis avant de leur donner la parole, je les félicite quand même parce que
C'était un challenge pour eux. Ils sont en formation, ils ont organisé tout seuls la journée aujourd'hui. Et puis moi, mon point de vue, c'était un vrai succès. Donc bravo à vous. Coco, venez. Oui. Donc un petit mot de la fin quand même. Merci à tous pour cette journée. Je trouve que vous avez été vraiment intéressés, attentifs. C'était nickel. Vous nous avez permis de créer une belle journée et qu'elle se déroule bien. Je voulais aussi remercier les bénévoles, sans qui la journée ne serait juste pas passée. Ils ont fait un gros taf sur la logistique et ils sont bénévoles, quoi. Donc, grand merci à eux. Je remercie également les intervenants. Ils ont présenté des discussions, des diapos. Tout était nickel. Sur la qualité, ça a permis de discuter, ça a permis d'échanger. Je pense que ça a pu clarifier certaines questions que certains se posaient. Donc, je remercie les intervenants pour ça. Je remercie encore une fois les partenaires, donc le CREPS, Nantes Métropole, l'IFM 3R, l'ISA, le STAPS, l'Université de Nantes, pour nous avoir accompagnés dans ces séminaires. Je remercie bien sûr Antoine Nordès d'avoir présenté la journée, et puis Antoine du coup, et Lilian Lacopaille qui est malheureusement pas là, nous avoir accompagnés du coup, tout au long de l'organisation du séminaire. Pareil, sans eux, ça n'aurait pas été possible. Ils nous ont bien accompagnés, ils nous ont bien guidés pour qu'on puisse faire du bon travail derrière. Et puis du coup, je vais me remercier les gars de l'assaut, les gars et les filles de l'assaut, Corentin Magret, le secrétaire, Tito Morin, trésorier, Sacha Turpin, vice-président, puis les collègues de la classe, Victoria Audrin, Lucas Cellino et Younes Benoli. Merci à vous. On se retrouve tout de suite pour le cocktail. Il y a cocktail à l'entrée du STAPS.